Avec un taux considérable de personnes infectées, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays les plus touchés par le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. La lutte pour l'éradication de cette pandémie qui demeure un problème prégnant implique divers acteurs dans les organisations non gouvernementales, aussi bien internationales que locales. Le rôle des ONG dans la lutte contre le sida, c'est un rôle essentiellement de sensibilisation. Ils aident les acteurs de la santé à sensibiliser les malades et même ceux qui ne sont pas malades pour venir se faire dépister, pour connaître leur statut sérologique. C'est d'aider les personnes qui sont malades, de les sensibiliser, de leur dire que le sida peut se soigner. On peut guérir du sida même s'il le faut. Il faut prendre ces traitements normalement. Le rôle des ONG dans la lutte contre le sida est de sensibiliser les uns des autres. Le champ de ces structures dans la lutte contre le sida s'est construit autour du triptyque que constitue la prévention, le dépistage et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Grâce aux ONG, beaucoup de séropositifs ne sont pas morts, sont sauvés. Ils ont vu qu'on peut vivre avec le VIH et puis faire des enfants sans VIH. Les ONG nous ont beaucoup aidés à sensibiliser les malades, à leur permettre de parler à visage découvert, afin de convaincre aussi ceux qui hésitent à faire leurs tests et aussi rassurer ceux qui ont fait leurs tests et qui sont séropositifs à ne pas être abattus, à accepter le traitement. Celui qui a le sida, il ne faut pas qu'il ait honte. C'est une maladie comme toute autre. En te soignant, tu peux être dans la société comme les personnes qui se portent très bien. Il ne faut pas avoir honte. Faire baisser le risque de contamination à travers la sensibilisation préventive, mettre en place des systèmes de prise en charge des patients séropositifs qui soient efficaces et viables sur le long terme sont entre autres les différentes problématiques sur lesquelles se concentrent les ONG qui luttent contre le VIH-Sida. Si ce fléau a initialement été perçu comme un problème sanitaire, l'action des ONG a largement contribué à l'appréhension du sida en tant que fait social et à favoriser la reconnaissance d'une approche globale de la réponse à apporter à l'épidémie. Plutôt caractérisée par la bonne volonté et le bénévolat, ces ONG ont aussi imposé une forme de réponse sociale. Voilà, les choses sont plus ou moins expliquées. Nos invités nous donneront des explications encore plus claires sur le rôle des ONG dans la lutte contre le sida. Le docteur Ofio Koulibaly Madiara installé. Bonjour docteur. Bonjour. De même que monsieur Bonta Akré Laurent, vous êtes respectivement directrice exécutive Alliance Côte d'Ivoire et président du collectif des ONG de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, donc le COSI. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, première question, comment se porte la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire? Docteur? Oui, je dirais que la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire se porte bien. Nous avons fait beaucoup de progrès en Côte d'Ivoire. En 2000, nous étions pratiquement à 10% de prévalence. Donc, une personne sur 100 en Côte d'Ivoire, 10 personnes sur 100 en Côte d'Ivoire étaient porteuses du VIH-Sida. Aujourd'hui, nous sommes à 3,7%. C'est dit qu'il y a eu beaucoup de progrès en pratiquement 20 ans. Et cela peut être mis aussi à l'actif des ONG et de la partie nationale, du secteur public, du secteur privé, des partenaires. Monsieur Bonta, il y a 20 ans exactement, la Côte d'Ivoire abritait une réunion très importante. Vous avez certainement souvenance de cela sur le sida. C'était, on appelle ça ICASA en anglais. Et l'objectif à l'époque de cette réunion-là, c'était de démystifier le sida, pour que le sida ne fasse pas peur, changer d'axe de communication. Ça, on ne met plus un homme qui est amaigri sur une pancarte, mais on montre aux gens que le sida est une maladie comme les autres. Est-ce que ça n'a pas contribué aussi à vraiment faire baisser le taux de prévalence d'une certaine manière? Oui, il faut dire qu'à cette époque, en 1997, on était encore dans un taux de séroprévalence assez élevé. Parce qu'on nageait entre 12 et 10% de séroprévalence. Et la conférence a apporté une contribution notable. Parce que d'abord, il faut dire qu'à cette époque, même les ONG ont eu une participation active à cette conférence. Et c'était même ceux-là qui étaient à l'avant-garde de l'organisation de cette conférence. Et après la conférence, où il y a eu d'abord ce que nous appelons cette campagne qui a vu quand même le témoignage à visage découvert d'une personne vivant avec le VIH, la première personne vivant avec le VIH.
à cette époque-là. C'était nouveau, hein, on voyait, on découvrait ça. C'était nouveau, c'était un peu difficile, mais il fallait le faire pour le bien de la communauté. Pour que la communauté sache que ce n'est pas une vue de l'esprit, que c'est vraiment une réalité. Et si la communauté ne s'était pas engagée à cette époque, nous ne serons pas là, autant que le docteur avait tout à l'heure dit, nous ne serons pas là à ce taux-là. Parce que la communauté avait des préjugés sur la maladie, la communauté n'y croyait pas, il fallait s'organiser, aller sensibiliser, aller porter l'information. Là, il faut la porter, aller les convaincre, mais d'ailleurs, accepter la réalité du terrain. C'est ce qui, effectivement, a été compris. Et la prévention, à cette époque, était vraiment une prévention active, et collective, massive et de proximité. Donc les ONG ont contribué en grande partie à la baisse du taux de surprevalence de la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. Car vous dites qu'on est à 12% dans les années 85 et aujourd'hui nous sommes à 3,7%. Vous dites que il y a vraiment du boulot qui a été fait. Le taux de prévalence, on a vu, a chuté drastiquement, on pourra dire. Mais ce n'est pas encore suffisant. Hein. L'idéal serait d'avoir 0%. Donc on continue les... 1% comme l'Égypte. Tout à fait. On continue les séances, les campagnes de sensibilisation, les séances de travail, etc., de connivence avec le ministère de la Santé publique. Alors on va revenir donc sur ces années-là où le sida était encore une maladie honteuse, où les malades du sida étaient stigmatisés, c'était insultant le terme séropositif, même si bien c'était carrément une injure. Il y a eu beaucoup d'efforts, notamment la série Sida dans la Cité, qui a fait beaucoup, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour la sensibilisation. Oui, tout à fait. Je pense que le contexte est maintenant différent. Dans les années 2000-97, le traitement antirétroviral n'était pas disponible en Côte d'Ivoire. Nous avions commencé l'initiative de l'ONU-SIDA pour l'accès aux antirétroviraux. Le traitement était à 300 000 francs par mois et aujourd'hui, le traitement est gratuit. Il est accessible sur l'ensemble du territoire ivoirien et c'est un traitement qui est efficace. Et donc ça, c'est déjà un changement majeur que la population doit prendre en compte. Donc le VIH-Sida, aujourd'hui, c'est un peu comme le diabète, c'est comme l'hypertension. Vous êtes malade, vous avez un traitement et le traitement est de plus en plus simplifié. Au début de la disponibilité des traitements, vous étiez obligé de prendre 5 comprimés le matin, 5 à midi, 5 le soir. Mais aujourd'hui, avec un seul comprimé le soir, vous êtes... Par jour? Par jour. Par jour, avec un seul comprimé, vous pouvez être suivi et avoir une charge virale indétectable. Et ça, ce sont des informations importantes. C'est une avancée notable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons lutter beaucoup plus contre la stigmatisation et la discrimination et montrer un autre visage de la personne vivant avec le VIH. Je sais que dans les années 2000, nous avons tous vu dans tous les recoins d'Abidjan les pancartes de personnes très amaigries qui avaient effrayé la population et qui a fait que dans la mémoire collective, on associe automatiquement le fait d'être infecté par le VIH-Sida à la mort. Et donc, la peur que les gens ressentent vis-à-vis du VIH, c'est parce qu'on se dit que quand tu es infecté, tu es un peu comme un condamné à la mort et personne n'a envie de partager ce sort avec la personne vivant avec le VIH. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Nous allons lancer, à partir de demain, une grande campagne nationale de lutte contre la stigmatisation où nous allons présenter la personne vivant avec le VIH-Sida comme une personne épanouie, une personne qui peut avoir des projets, qui peut se prendre en charge, vous allez voir sur les spots, ce sera une femme très belle, très épanouie, que nous allons présenter. C'est un autre visage que nous voulons montrer à la population. Comme disait donc M. Montagnier, une grande personnalité aussi dans la lutte contre le sida en France, il faut rendre le sida humain. Alors, moi, j'aimerais revenir sur la communication, notamment par les sitcoms, par les films. Eva a évoqué tout à l'heure Sida dans la Cité. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à Sida dans la Cité a eu un effet contagieux, ce qui fait qu'on parle de Nollywood aujourd'hui, parce que c'est sur l'exemple de Sida dans la Cité qu'on a eu ces sitcoms-là dans d'autres pays, ce genre de séries-là au Nigeria, ce qui a donné aujourd'hui Nollywood. On se souvient de Serapo, on se souvient donc de toutes ces personnes qui ont constitué ce film. Moi, ma question est la suivante. Aujourd'hui, 20 ans après 1997, 20 ans après le taux de prévalence qui a beaucoup baissé,
qu'est-ce qu'il faut faire? On accentue sur les jeunes, sur les leaders d'opinion, les leaders religieux. Au fait, quel est le nouvel axe de communication? C'est vrai, la maladie est démystifiée. C'est vrai, le taux a diminué. On vit mieux avec le sida. Et après? Bien. Je voudrais rebondir sur un aspect que d'autres avaient tout à l'heure souligné concernant la gratuité des ARV. Il faudrait qu'au départ, c'était à 300 000, après on est revenu à 100 000, après on est revenu à 15 000, 5 000, 3 000 et 1 000 francs. Et à 0 francs, ça c'était aussi l'action, le plaidoyer qu'ont fait les ONG dans ce sens pour amener l'État aujourd'hui à pratiquer la gratuité. Ça aussi, il faut le souligner. C'est une contribution très importante. Maintenant, aujourd'hui, la lutte, elle est là. On veut aller vers 2.0, 1.0, parce que bien que nous soyons à 3.7, nous sommes encore dans la zone rouge. Toujours le pays le plus touché de la sous-région. Donc il faut aller vers cette tendance 1.0 pour sortir un peu de la zone rouge. Alors pour sortir de la zone rouge, il faut savoir que le sida, on le dit normalement, c'est l'affaire de tous. Il faut impliquer toutes les communautés, tous les secteurs. Là, nous parlons de la multisectoralité. Voilà. Donc les religieux doivent être impliqués, les jeunes doivent être impliqués, les femmes sont impliquées, les hommes sont impliqués, et les personnes que nous disons hautement vulnérables sont impliquées. Aujourd'hui, on parle d'UD, on parle des TS, hein, les travailleurs d'XS, on parle des messages, etc. Donc, toutes ces personnes qu'on appelle la population clé doivent être impliquées pour que nous allons vers une lutte à une tendance de baisse pour arriver à un niveau très important. Donc, la communication pour le changement de comportement, oui, mais néanmoins, l'implication de tous les secteurs de la communauté est nécessaire. Et aujourd'hui, je crois que nous voyons aussi l'implication de l'État dans ce domaine-là, mais il va falloir que l'État aussi accrue sa position parce que nous sommes tributaires au niveau des dépenses du VIH-Sida, des partenaires au développement. Donc, il est question qu'aujourd'hui, on puisse renverser la tendance. La tendance, que l'État ait la grande part au niveau du financement de la lutte contre le VIH-Sida et que les partenaires prennent la petite part, c'est-à-dire une part moyenne. Mais sinon, si nous allons à l'horizon 2020 et que cette tendance encore traîne à ne pas être renversée, je crois que c'est des inquiétudes que nous évoquons quand même. Mais nous ne cessons pas d'en parler, même dans le forum que nous avions. Nous avons le Conseil national du Sida présidé par le chef d'État. Nous continuons de faire ces plaidoyers. Même avec le taux de pourcentage du financement que Abuja avait décrété en l'an 2000, qu'on a fait 15% du budget de l'État à la santé. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes qu'à 6%. Nous sommes un peu loin du compte. Merci pour toutes ces précieuses informations. Alors, aujourd'hui, concrètement, dans la pratique, quel est le rôle des ONG dans la lutte contre le sida, notre problématique du jour? Qu'est-ce que les ONG font concrètement? Est-ce que ça s'arrête à la sensibilisation ou est-ce qu'on va jusqu'à la prise en charge des maladies? Oui, merci madame. Je pense que l'ONU-SIDA nous demande tous de travailler pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Et donc, nous avons les objectifs 90, 90, 90. Donc, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent être dépistées. Donc, pour ce premier 90, les ONG travaillent sur les questions de sensibilisation, sur les questions de dépistage dans la communauté. Il y a aussi des postes de dépistage qui sont mis en place dans les centres de santé, qui sont animés. Oui, ce sont des dépistages qui sont gratuits parce que subventionnés par l'État et les bailleurs. Et donc, cette contribution des ONG déjà pour l'atteinte de ce premier 90 est importante. Le deuxième 90, c'est que 90% des personnes dépistées positives puissent être mises sous traitement. Donc, évidemment, une fois que nous dépistons une personne positive, il faut faire ce que nous appelons la référence active. C'est-à-dire s'assurer que toutes les personnes positives prennent contact avec une structure de santé, quitte à les accompagner dans la structure de santé, les mettre en contact avec les prestataires de santé, sensibiliser ces personnes pour qu'elles acceptent de prendre le traitement parce que ce n'est pas gagné. Absolument. On peut être séropositif et refuser d'accepter même, être dans le déni et ne pas accepter le traitement ou bien commencer le traitement et ne pas être observant. Donc le travail des ONG, c'est aussi à ce niveau, aider à accepter le résultat, être observant. Et le dernier 90, c'est qu'une fois mise sous traitement, l'ensemble des personnes, des PVVIH puissent être indétectables. C'est-à-dire que le traitement soit efficace au point où la personne
n'a plus de virus libre, voilà, une charge de façon décente. Et à la limite, maintenant, nous parlons même du traitement antirétroviral comme un moyen de prévention, parce que le traitement correctement suivi au bout de 6 mois à 1 an fait que le malade transmet très peu la maladie. Alors, docteur, je vais rester avec vous parce que vous êtes très impliqué dans le financement des ONG. Tout à fait. Alors, quels sont comment vous voyez-vous, avec tout ce que vous avez eu comme financement des ONG, quelle est la carte d'identité des ONG en Afrique? Parce que parfois, il y a des soucis, il y a des bisbilles, il y a des problèmes par les ONG, le financement est source de palabres, tout ça. Quel est l'argent disparaît, il y a des gens qui... ça ne va pas où ça doit aller, il y a des gens qui entrent dans les sida pour devenir milliardaires, il n'y a pas ce côté vocation-là. Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, quand vous financez la culture, à l'époque, on a des chanteurs, Mewe, Fadaldé, qui avaient des chanteurs militants, qui chantaient, Alpha Blondy, qui chantaient contre le sida. Notre génération actuelle chante tout, sauf la sensibilisation sur le sida. Ça, c'est le deuxième volet. Peut-être que M. Bonta va réagir. Mais on y va là-dessus, le financement. L'argent du sida, on voit des fois des palabres. Oui, vous avez parfaitement raison. Nous entendons beaucoup de choses sur le compte des ONG. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le travail que nous faisons à Alliance Côte d'Ivoire, c'est de renforcer les capacités des ONG. Nous avons travaillé avec la partie nationale et les autres partenaires pour développer un outil qui est l'outil d'évaluation des capacités des ONG. Donc, avant qu'une ONG ne soit subventionnée, nous avons cet outil-là où nous essayons de regarder ce que l'ONG sait faire, quelles sont ses capacités au niveau de la gouvernance. Je pense que c'est vraiment le nœud au niveau du travail des ONG. Et nous établissons un plan de renforcement de capacités. Et sur cette base, nous renforçons les capacités des ONG pour permettre à ces ONG de gérer au mieux les financements qui leur sont attribués et nous les accompagnons parfois dans la mobilisation des ressources. Donc c'est un travail qui doit être fait, pas seulement dans le monde du VIH-Sida, mais sur l'ensemble des thématiques où les ONG travaillent. Et nous avons des outils et une approche qui peut aider à résoudre ce problème. Maintenant, sur la question de la sensibilisation, je pense que c'est une question sur laquelle également nous essayons d'apporter. Nous avons fait dernièrement un clip sur la tuberculose et sur le VIH, il y a déjà pas mal d'artistes qui ont travaillé. Pour nous, c'est peut-être maintenant apporter une information nouvelle, une information beaucoup plus fraîche aux Ivoiriens, sur la perception qu'ils ont de la maladie et du malade du VIH. Donc c'est ce travail sur lequel nous essayons de mettre l'accent. Aujourd'hui, quelle est la tranche d'âge la plus touchée? Mais attends, Marcelin a posé une question très importante quant à la thème qu'on jette sur les ONG au niveau du financement. Sur ce plateau, il va falloir apporter quand même une clarification. Certes, dans le domaine du VIH-Sida, ça donne beaucoup plus de sous, ça tout le monde le sait. Ah bon? Avec les partenaires de développement qui financent la lutte contre la maladie, étant donné que quand même c'est un fléau très important, il faut permettre au pays quand même de sortir de la zone rouge. Mais néanmoins, au niveau des ONG, c'est tout un processus pour obtenir le financement. Vous ne pouvez pas créer une ONG et puis balancer un courrier, soit une correspondance, à un partenaire vous dit, bon, mais compte tenu que j'ai créé mon ONG, je souhaiterais avoir tel montant pour mener mes activités. On ne vous donnera pas. C'est un appel à projet. On appelle ça un appel à candidature. Vous soumettez au projet. Il y a une sélection qui est faite par un comité bien sélectif. Et lorsque vous êtes soumissionné, on vient sur place d'abord évaluer votre ONG, votre capacité organisationnelle, votre capacité de gestion financière, les outils que vous disposez. Et après quoi, lorsque vous êtes éligible, on vous donne le financement. Maintenant, quand on vous donne le financement, on ne vous donne pas le financement dans sa totalité à 100%. On va vous donner le premier décaissement, les 30%, pour que vous menez l'activité. 3 mois après, on vient vous évaluer. Vous produisez les justifs. Si vous êtes éligible, si les justifs ont été validés, alors on vous fait le deuxième décaissement. À ce rythme-là, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous amener à détourner les fonds. Parce qu'un franc déjà retiré... Malgré ça, on entend des choses. Non, non, j'arrive. Un franc enlevé dès le premier décaissement, on arrête votre projet. Vous ne pouvez plus continuer. Et encore, non seulement vous ne pouvez plus continuer, mais vous êtes mis sur la liste rouge. C'est-à-dire aucun autre partenaire ne peut vous financer. Ça, ce sont on appelle ça des garanties. Il y a beaucoup d'outils qui sont faits. Voilà, des balises qui sont mises. Mais néanmoins,
Cela dépend dans toute société, dans notre monde sociétal. Il y a quand même des brebis galeuses passées par là. Il y a certains ONG quand même qui font un peu la fine bouche. Peut-être dès qu'ils ont le premier financement, pour eux peut-être ça suffit pour faire leurs propres besoins. Ils disparaissent. Ça arrive. Mais néanmoins, la majorité respecte quand même leur engagement. Si n'eût été celle-là, on ne serait pas là aujourd'hui où nous parlions de la baisse de la lutte contre le VIH-Sida et encore de l'espoir que nous nourrissons pour l'horizon. Alors docteur, la tranche d'âge la plus touchée aujourd'hui parmi ces 3% de prévalence, quelle est la tranche d'âge la plus affectée? Au regard des données de l'enquête démographique sur le sida, nous avons plusieurs tranches d'âge qui sont aujourd'hui au cœur des interventions, qui sont ciblées par les interventions. Vous avez les jeunes filles de 15 à 24 ans qui sont une cible importante, qui constitue une cible importante. Vous avez les hommes de plus de 25 ans. Les hommes de plus de 25 ans qui sont également touchés. Et vous avez les femmes de plus de 25 ans. Donc, en général, les jeunes filles et les femmes en âge de procréer sont plus vulnérables. Mais vous avez des populations que nous appelons les populations clés, qui sont les travailleuses de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les usagers de drogue, qui sont beaucoup plus touchés. À titre d'exemple, pendant que nous avons une prévalence de 3,7% au niveau de la population générale, vous avez des prévalences de 11,4% au niveau des travailleuses de sexe. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur ces populations, leur offrir les services, les toucher et s'assurer qu'on puisse réduire efficacement la prévalence à leur niveau. Merci, docteur. Dernier mot à M. Bonta. Oui, rapidement, M. Bonta. L'argent diminue, le financement se fait de plus en plus rare. Est-ce que vous pensez à des solutions alternatives? Oui, ça, c'est... Tout à l'heure, votre réponse, juste après la pub, pour teaser un peu. D'accord. Quand arrive la période des fêtes, l'excitation monte et l'atmosphère est aux retrouvailles. La nouvelle collection Extravagance se montre haute en couleurs et pleine de caractère. Vous n'avez pas peur des motifs visibles, des couleurs remarquables? Alors voici 12 pagnes, faits pour vous démarquer. Nouvelle collection Extravagance d'Uniwax à découvrir dans votre magazine 33, disponible dans le réseau de boutiques habituelles. Uniwax révèle l'élégance africaine. Bonjour Michel, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. C'est reparti pour les 15 jours du Pagne. Venez nombreux du 28 novembre au 16 décembre, de 8h à 17h au plateau ex-place de la Sorbonne. Faites de bonnes affaires et retrouvez vos pagnes préférées à prix fou. Uniwax, Vlisco, Woody. De retour sur votre matinale, dernière ligne droite, plus que 2 minutes avant de se séparer, voire moins. On va prendre vos derniers mots. Marco vous a posé une question. Oui, c'est sûr. Juste avant la pub, vous allez répondre rapidement et puis on va prendre le dernier mot. Le financement qui s'amenuise, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est notre alternative? Le nouvel axe? Oui, effectivement, c'est une réalité. Les financements s'amenuisent, ça, il ne faut pas se voiler la face. Il faut le dire haut et fort. Mais néanmoins, l'État, d'abord depuis 2004, a mis en place le Fonds national de lutte contre le sida. C'est-à-dire que c'est en prévision même, in fine, du financement qui va s'amenuiser au fur et à mesure que nous avançons dans la lutte. Et cette structure étatique a pour rôle de mobiliser des ressources additionnelles, des ressources domestiques et des ressources en plus pour permettre de financer la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première action menée par l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le dire, l'émergence aussi aura ses implications. Lorsque nous allons avancer vers l'émergence qu'on a décrit dans le pays émergent, il y a des guichets où la Côte d'Ivoire ne sera pas éligible. Du coup aussi, les partenaires au développement pour la lutte aussi vont baisser le taux de leur financement. Donc il est question que l'État prenne ses dispositions. Et nous, notre
notre rôle de faire le plaidoyer. Un plaidoyer intensif, un plaidoyer accru, un plaidoyer accrocheur pour que l'État puisse prendre ses responsabilités afin d'élever le niveau des sciences. Au départ, j'avais parlé du renversement de la tendance. Aujourd'hui, 80% dépendant de l'extérieur, 20% de l'intérieur. Donc, il y a de quoi faire. Docteur, votre dernier mot? Oui, moi je voudrais peut-être déjà dire qu'en plus de la contribution de l'État, il y a le secteur privé qui peut être mobilisé, qui peut apporter une contribution substantielle. Et les communautés elles-mêmes, qui sont bénéficiaires de ces différentes prestations, doivent pouvoir se mobiliser. Nous avons au sein de nos communautés des coopératives, des groupements, des mutuelles de développement, qui doivent pouvoir s'approprier ces réponses au niveau communautaire pour pouvoir poursuivre le travail qui est réalisé avec les bailleurs. Je voudrais peut-être juste saisir l'opportunité de ce plateau pour lancer un appel à la population ivoirienne sur la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, le traitement est disponible, il est gratuit, il est efficace. Donc il n'y a plus de raison qu'une seule personne reste dans les familles et meure du VIH-Sida. Donc j'invite toute la population à soutenir les personnes qui sont infectées, à les aider à prendre correctement leur traitement, à les aider à être observants. Et parce que nous croyons en la vie, il ne doit plus avoir de mort du fait du VIH-Sida. Merci docteur. Je rappelle que c'est le 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida. C'était donc le prétexte pour nous à Matin Bonheur d'en parler. Et oui, c'est demain, donc n'oubliez pas tous les conseils qui ont été donnés ici. Sinon, on connaît le triptyque. Abstinence, fidélité, préservatif. Et puis on va éviter de stigmatiser au même titre qu'on ne dit pas « Ah, celui-là, on le montre du doigt en disant lui, il souffre du diabète ». On ne dira pas « Ah non, celui-là, il souffre du VIH-Sida ». Voilà, merci pour votre fidélité à ce programme. Rendez-vous est pris pour demain, 5h55 sur cette même antenne. Mais n'oubliez pas qu'à partir de 14h15, vous aurez la rediffusion donc, de cette dernière partie d'émission. Réalisation, Félicité Soro, rédaction en chef, Kadi Fadiga. Très bonne journée sur RTI 1. À demain.